Bonjour. Comme j'ai dit tout à l'heure, il paraît qu'on annonce de la neige, donc on va essayer de se réchauffer un petit peu. On va parler... donc je vais vous parler de Sextech. Donc je suis Christelle. En 2014, j'ai créé une start-up qui s'appelait eSensory, dont le but était de développer le concept de lecture numérique sensorielle. Alors je suis assez contente de pouvoir en parler parce qu'il y a eu une conférence d'ouverture de Karine Lallemand au début du Blend One Mix et qui nous a expliqué toute l'importance en fait, de la physicalité pour redonner du sens aux objets et au numérique. Ah, ça va défiler trop vite pour moi. J'aurais peut-être dû faire autrement. Et donc, cette idée, en fait, elle m'était venue en fait, des réflexions qu'elle a eues aussi, c'est-à-dire que j'avais beaucoup travaillé pour des éditeurs sur du livre papier augmenté, donc en intégrant du QR code, de la reconnaissance d'images. Et puis, à l'époque, donc c'était génial, et il y a beaucoup de gens qui me disaient, mais en fait, je ne lirai jamais en numérique parce que je ne veux pas perdre le contact avec l'objet livre. Donc, j'ai vraiment un problème avec ça. Je ne sais pas comment on va faire. Bref. Et donc, je comprenais très bien, moi j'adore les livres, mais je trouvais bizarre qu'on me dise que finalement, un livre, quand il est un objet, il a une valeur, parce qu'on a du papier, qu'on a voilà, des sensations, et que le même livre, quand il est en numérique sur un iPad, il devient juste pratique. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à me dire comment on pourrait faire pour ajouter des sensations, lier des sensations à des contenus numériques pour leur redonner cette valeur, la même valeur émotionnelle que quand on a un objet. Donc, c'est comme ça que le concept de lecture numérique sensorielle est né, avec cette idée de replacer le corps au milieu de l'histoire et de connecter, de faire une espèce d'iTunes des objets connectés pour pouvoir synchroniser n'importe quel type de contenu numérique, une vidéo, un livre, de la musique, n'importe quel type d'objet et d'interface haptique. Donc ça peut être plein de choses. On parlait beaucoup de vêtements connectés à l'époque. Voilà. Donc ça, c'était l'histoire de départ. Et puis, comme je voulais que mon aventure entrepreneuriale soit particulièrement intéressante, excitante, je ne sais pas comment le dire, j'ai choisi de commencer par la lecture érotique connectée. C'est comme ça qu'on a créé en fait le Little Bird, donc qui était le premier sextoy synchronisé, une application de lecture érotique, donc un concept assez simple, hein, liser, vibrer. On pouvait aussi jouer à deux et à distance, avec un toy qui se déclenchait en fait en fonction de certains passages du livre. Donc certains passages étaient floutés et quand on défloutait pour accéder au contenu, le toy se déclenchait en différentes intensités en fonction de l'intensité choisie par l'auteur et donc forcément de l'intensité érotique du texte. On pouvait aussi s'envoyer des sextos vibrants, on pouvait aussi donner la main à son partenaire pour la télécommande, mais ça c'est plus classique dans un toy. Alors pourquoi choisir la littérature érotique ? Par définition, la littérature érotique, c'est celle qui est écrite, qui est faite pour donner des sensations, donc ça paraissait logique d'aller un petit peu plus loin dans le jeu. On était aussi en plein boom de la lecture, de 50 nuances degrés, qui avait un succès fou et qui permettait à plein de femmes partout dans le monde de décomplexer et de même lire de type de littérature érotique dans les transports, de l'assumer. Et puis aussi de manière beaucoup plus pragmatique, c'est de se dire c'est toujours dans le domaine de l'érotisme, du X ou du porno, peu importe, que les nouvelles technologies trouvent leur premier business. C'est une constante, et même les gens qui sont spécialistes de l'innovation vous diront qu'ils regardent les technos, et quand une techno marche dans ce domaine-là, en général, c'est qu'elle marchera dans le grand public. C'est vrai pour la VHS, c'est vrai pour l'Internet, ça a été vrai pour certaines applications que vous utilisez aujourd'hui, mais comme un WhatsApp ou Snapchat qui était au début utilisé plutôt par des couples adultères pour s'échanger des contenus coquins. Ça a été vrai pour Canal, qui n'aurait jamais fait en sorte que les gens payent pour regarder la télé s'il n'y avait pas eu le foot et le porno. C'est une constante. Et donc je me disais qu'il en serait pareil pour les objets connectés, que ce n'est pas forcément cela dont on parlerait le plus, mais c'est sans doute cela qui rapporterait le plus au début. Et puis globalement, je me disais qu'on était quand même au XXIe siècle, que c'était pas compliqué. En fait, on parle de sexualité partout, on en voit partout, dans les pubs. On nous donne toujours des conseils dans tous les magazines féminins, masculins, pour être des dieux du sexe. Donc voilà, ça fait tourner la planète. Donc bon, je me suis dit, c'est plutôt soft ce que je vais proposer, de ne pas y avoir de problème. En tout cas, je voyais vraiment pas de problème à entreprendre dans ce domaine-là.
Donc on s'est lancé. C'était un vrai projet ambitieux d'un point de vue techno. Un toy, c'est petit, mais justement, on a peu d'espace pour mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Un moto, une carte électronique, une batterie. On devait aussi développer la plateforme qui permet d'augmenter les livres pour les rendre communicants avec le toy. L'application qui permet de les lire. Les contenus, parce qu'on était aussi du coup maison d'édition. Et puis voilà, vous voyez beaucoup de briques à mettre en œuvre. Donc, l'aventure, elle a bien commencé, on a réussi à lever un peu d'argent, même de la BPI, de la région, plutôt sur la plateforme, hein, pas du tout sur l'objet, on est bien d'accord. Le Little Bird, il a eu un prix, il a gagné un prix au CES, donc c'était assez intéressant. Du coup, quand on est revenu, on est parti, on était une entreprise dérangeante en France, mais quand on est revenu avec le prix du CES, on était une entreprise innovante, donc ça avait décoincé un certain nombre de choses. On a eu beaucoup de retombées dans les médias et on a même atteint l'apogée de notre popularité. Pour l'anecdote, c'est vrai, on s'est vraiment fait sortir de la foire de Paris à cause du concours Lépine. Puisqu'il faut savoir quand même que le concours Lépine, il y a 2 types de projets qu'il n'accepte pas, c'est les projets liés au sexe et à la mort. Voilà. En 18 mois, on a beaucoup travaillé, on avait bien travaillé, puisque voilà, en 1 an et demi, on avait développé le site, on avait mis en ligne la librairie, on avait un pool de 70 auteurs, on avait déjà 250 nouvelles érotiques connectées quand on a ouvert le service. On avait développé une app, avec de nombreuses péripéties. Je pense que je suis une des seules femmes au monde à avoir dû envoyer un toy à Cupertino pour que Apple puisse faire les tests. Et je vous passe aussi le nombre de fois où mon app a été supprimée sur le Play Store, où on nous a même carrément supprimé notre compte développeur tout court. Donc là aussi, un petit conseil pour nos amis développeurs, c'est bien d'avoir des comptes qui sont développés avec des adresses un peu différentes, parce que sinon on aurait vraiment tout perdu. Le Little Bird, il était beau, il plaisait bien, il était super doux, il était très efficace, c'est un bon produit. On avait aussi bien travaillé parce qu'on est vraiment parti de from scratch, hein, donc avec un designer industriel, avec un dessinateur de cartes électroniques. On a vraiment tout fait avec de l'impression 3D. Enfin, voilà, c'était pas notre métier, on était une petite équipe, mais on a tout sourcé. On a réussi à passer haut la main les tests et la certification pour les normes US et CE et Canada pour mettre le produit sur le marché. Donc tout ça, c'était super. Sauf que on s'est un petit peu planté au moment du passage à la production, et la phase d'industrialisation a été extrêmement compliquée. On m'avait dit quand j'ai lancé mon projet, tu vas voir, le hardware c'est l'enfer. Je confirme. Et pourquoi on y a été? Parce que c'était pas au départ, je pensais vraiment me focaliser sur le service, l'expérience, et pas du tout sur le produit. Sauf que quand on a lancé ça en 2014-2015, en fait, il n'y avait pas de toy connecté sur le marché. Et donc à un moment donné, il nous fallait quand même, on est un démonstrateur complet de ce que pouvait être une expérience de lecture numérique sensorielle. Donc on s'est dit, on va le faire. Après tout, un toy, c'est du plastique et d'électronique, ça ne devrait pas être si compliqué. Mais en fait, si, c'est ce qui nous fait chuter à la fin. Je relancerai aujourd'hui le projet. Évidemment, j'aurai une approche complètement différente, puisque j'irai me synchroniser avec des toys déjà existants, ce qui permettrait aussi aux toys existants de trouver aussi un autre modèle économique et d'avoir une durabilité plus longue, puisque finalement, l'expérience change à chaque fois que vous lisez une histoire. Ça aussi, c'était intéressant dans le modèle économique. On était le premier toy avec un modèle de revenus récurrent. Donc c'était quand même assez intéressant. Pendant qu'on avait des problèmes, forcément, on a été copié. Pas au niveau des fonctionnalités, mais au niveau du design. Donc ce produit, il est sorti très très vite après notre présentation et notre prix au CES. Quand vous êtes une start-up, on vous fait dépenser beaucoup de sous pour vous protéger, pour déposer. Donc forcément, Little Bird, le design était déposé dans 27 pays européens. Mais comme il n'y a absolument pas de contrôle au niveau des douanes, ce produit-là concurrent, qui est vraiment un produit similaire, a été vendu. Donc il était quand même vendu à 500 000 unités, ce qui peut nous laisser quand même un petit peu rêveur sur le fait de ce qu'on a raté. Mais voilà, donc c'était... Il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce. C'est pas le débat d'aujourd'hui, mais c'est à réfléchir quand même sur comment aussi on protège nos startups et nos idées.
Donc, malgré un soutien de mes investisseurs, en fait, en février 2018, donc j'ai dû prendre la décision de fermer l'entreprise parce que, au bout de 4 productions, 4 batchs de produits qui m'ont été livrés qui étaient défaillants. Donc défaillant, c'est-à-dire la première fois, le silicone est surmoulé à une température trop élevée, donc les antennes Bluetooth sont cassantes, donc ça ne marche pas. La deuxième fois, on ne sait pas pourquoi, mais quelqu'un qui coupe toutes les antennes avant le surmoulage, donc forcément ça marche encore moins bien. Une fois, on se trompe sur la couleur, donc on a des toys certes qui sont roses, mais ils sont roses transparents. Voilà, pour un prix de vente qui est élevé sur un produit de qualité, c'est pas intéressant. Et puis on a le dernier, c'est l'entreprise qui fabrique les antennes, qui fabrique les antennes trop courtes, et comme il y a le module Bluetooth à la fin, en fait ça rentre plus dans le moule. Donc quand on dit que la taille ne compte pas, des fois 1 centimètre ça fait la différence. Et là ça ne marche plus. Ouais. Et avec tout ça, vous avez raté votre mise sur le marché, vous ne pouvez pas livrer le produit, donc forcément vous perdez la confiance de vos clients, vous perdez la confiance des distributeurs, et ça devient compliqué de continuer. Donc à un moment donné, il faut prendre la décision douloureuse d'arrêter. En 5 minutes, vous passez au tribunal, et là vous avez tout perdu, 4 années, surtout votre équipe. Donc voilà, c'est un sacré choc, mais c'est comme ça. Je vous parlerai aussi d'une autre erreur que j'ai faite, mais c'est le fait de devoir développer ce projet-là en France, malheureusement. Mais ma première erreur, c'était pas celle-là. Ma première erreur, c'est d'avoir clairement sous-estimé les freins que j'allais rencontrer qui sont liés à l'érotisme. Alors, j'avais conscience de me lancer dans un projet qui était complexe, qui était innovant, qui était un petit peu dérangeant pour certains. On m'avait dit oui, qui était impertinent, d'accord, mais j'avais pas vraiment vu tout ce qui allait m'arriver, lié au fait que j'étais une femme qui parlait de sextoy, de plaisir féminin, et que tout ce qui est déjà compliqué pour une start-up allait l'être encore davantage. J'imaginais pas non plus passer d'une entreprise que j'estimais être juste une entreprise innovante, parce que je rappelle, on était bien sur cette idée au départ d'iTunes, des objets connectés, et de finalement devenir une entreprise engagée et militante, tellement c'était compliqué de faire avancer le sujet. Alors quelques petites anecdotes, parce que c'est quand même ça qui est intéressant. Je ne m'attendais pas, par exemple, au premier rendez-vous, puisqu'il faut vous créer une société, il faut vous trouver une banque, il faut avoir un compte bancaire. Et là, le banquier, quand vous lui racontez ce que vous allez faire, il manque de s'étouffer, il croise les bras, il se colle au fond de son fauteuil, il vous dit « Vous êtes bien consciente, mademoiselle, qu'on ne vous aidera jamais ». Non, je n'avais pas vu ça comme ça. Et donc là, il me dit « Vous comprenez, votre projet n'est pas éthique ». Et là, quand c'est un banquier qui vous dit que votre projet n'est pas éthique et que cette même banque, à l'époque, était condamnée pour non-respect d'embargo, blanchiment d'argent, là, c'est vous qui commencez à avoir envie d'être un peu... Donc j'ai dit, c'est pas grave, vous m'aiderez pas. Il m'a dit, mais peut-être on vous aura quand vous vendrez plein de produits. La deuxième anecdote qui m'a fait commencer à me prendre conscience que ça allait être compliqué, donc je faisais beaucoup de concours de start-up, de pitch pour faire connaître le projet, parce que c'est aussi une manière de protéger une idée, de dire attendez, arrêtez de vous énerver, on est là, on est sur le sujet. Donc je fais un premier pitch au festival du numérique qui a lieu pendant les Vieilles Charrues, et là donc je fais un pitch, 4 minutes, je fais les règles du jeu, et à la fin, le jury monte sur scène pour dire on va donner les résultats, mais d'abord, il faut quand même qu'on dise qu'on n'a pas évalué le projet Bisensory, parce que en fait, on est un jury où il n'y a que des hommes. Et donc, on n'est pas capable de juger de la pertinence du projet. Donc, je me retrouve face à des hommes qui, en fait, sont des professionnels dans le monde de l'investissement et qui ne sont pas capables de juger du potentiel d'un projet qui s'inscrit quand même sur un marché qui pèse 25 milliards de dollars. Ça devrait quand même leur parler. Et là, globalement, je me dis, oui, ça va être un petit peu compliqué. Et là où je comprends quand même que ça va vraiment être tordu comme histoire, c'est qu'en fait, ils ont fait gagner ce jour-là la pompe à bière connectée. Et là, effectivement, j'ai bien compris qu'ils sur l'intérêt, c'était beaucoup plus clair pour eux. J'imaginais pas non plus, en portant ce projet, que j'allais avoir autant de propositions déplacées, de réflexions machistes. Votre concept est génial, mais ma femme en a pas besoin, je suis là.
Alors, les femmes n'ont pas de besoin, elles ont du désir pour un homme qu'elles aiment. Voilà. Ma femme aime lire, mais je ne lui offrirai pas votre Little Bird. J'ai pas envie de me tirer une balle dans le pied. Les sextoys, c'est bien, mais pour les femmes seules. Voilà. Donc, c'était... Ouais. Mais j'imaginais pas tout ça. Hein. Bon. Et je parle pas des femmes, hein, qui sont aussi bien souvent leurs propres ennemis, en me disant, non, j'essaierais bien un toy, celui-là ou un autre, peu importe, mais en fait, je vais pas oser me l'acheter, je vais attendre qu'on me l'offre, comme si on avait besoin d'avoir encore une permission. Voilà, c'est un autre sujet, mais il faut lutter contre ça. Mesdames, si vous avez envie d'un toy, c'est comme une paire de chaussures, il faut rentrer dans le magasin, choisir l'usage, et c'est très facile. Je pourrais aussi vous parler du nombre des messages que j'ai eu au début sur les réseaux sociaux, les insultes. Donc le premier qui m'a vraiment fait réfléchir, c'était quelqu'un qui m'a dit que je précipitais la fin du monde à vouloir remplacer les hommes par du plastique. Rien que ça. Et là, j'ai commencé à me dire que finalement, mon premier problème, et celui que j'avais clairement sous-estimé, c'était l'ego masculin. Et ça s'est vérifié. Et je me disais, bon sang, j'avais lu qu'au XVIe siècle, Ronsard, il avait écrit que toutes les dépravations des courtisanes, en fait, sont moins blessantes pour l'homme que l'utilisation des godemichés. Et donc là, tu te dis XVIe, XXIe siècle, tiens, pas beaucoup d'évolution, c'est mal parti. Alors j'ai aussi beaucoup de messages de soutien. Tout ça. Ce qui était très drôle, c'est les femmes qui me disaient, tu portes ce projet, c'est super couillu. Et je me dis, on va jamais en sortir. Et donc tout ça, toutes ces réactions positives, négatives, ça m'a beaucoup interpellée, ça m'a beaucoup réfléchir, ça m'a fait voir un angle du projet que j'avais vraiment pas envisagé. Et je me suis intéressée beaucoup à l'histoire du plaisir féminin et je me suis aperçue à quel point le sujet reste un sujet politique. Et forcément, ça m'a, en tant que femme, ça m'a beaucoup bouleversée, ça m'a fait changer aussi énormément. Et c'est comme ça que le projet, qui est à départ un projet innovant, est devenu un projet militant. Voilà comment je suis devenue une féministe sex-positive, une sextech évangéliste, comme vous voulez, parce que je ne veux pas avoir honte de ce que je fais. Comme mon banquier m'avait dit, la prochaine fois quand vous présentez votre projet, ce serait peut-être bien de mentir, parce que c'est vrai que mentir, c'est super éthique. Mais voilà, je me disais, mais quand même, la sexualité, c'est un sujet de société qui nous concerne tous, en tant qu'adultes, en tant que parents, et que finalement, le féminisme, pour moi, c'est un projet de justice sociale qui vise à une certaine égalité et que quand même ça mérite qu'on s'y intéresse. J'en parlais un petit peu tout à l'heure, ma deuxième erreur, c'est clairement en fait de m'être dit je vais faire un projet made in France. Ça me crève le cœur de le dire, mais c'est vrai. Parce que j'avais sous-estimé les freins, nos tabous, j'avais sous-estimé le fait que j'aurais dû le faire fabriquer mon toy en Chine plutôt qu'en France, j'aurais eu moins de problèmes de production. Et puis sur les levées de fonds aussi, parce que j'ai aussi vu beaucoup d'investisseurs, plein m'ont fait venir des fois pour me dire on vous trouve sympathique, on a vu votre TEDx, c'est super, il y a du potentiel, pour finalement me dire à la fin oh non mais on peut pas parce que c'est pas politiquement correct, donc on pourra pas y aller. Et je pense très sincèrement que j'aurais dû, vraiment au tout démarrage du projet, aller ailleurs, plutôt que de commencer à chercher des fonds ici, d'enlever pas beaucoup, de passer beaucoup de temps sur toute la totalité du projet à chercher des financements. Quand je dis ça, ne comprenez pas que je suis en train de dire si j'étais partie, j'aurais réussi. C'est faux, mais je pense que si j'étais partie, j'aurais peut-être mis plus de chances de mon côté, parce que j'avais levé plus d'argent au démarrage du projet. J'aurais eu un peu plus de respiration et j'aurais eu un peu plus de temps pour faire vraiment pour être dans mon entreprise. Donc c'est vrai que malheureusement, aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai l'écosystème, on n'est pas prêt. Je vais peut-être donner juste 2 exemples aussi. Quand on ne vous livre pas votre produit ou qu'il est défaillant, en fait, si la personne refuse de faire marcher son assurance, c'est à vous de l'attaquer. Et après, on vous dit, on se reverra, vous de m'attaquer, mais on se reverra au tribunal dans 2 ou 3 ans, et d'ici là, vous serez mort. Donc, on n'a pas beaucoup de risques à se faire. On vous fait prendre aussi des assurances pertes d'exploitation qui sont assez chères. Sauf que quand vous lancez une première série, après, votre assureur se fait une joie de vous dire « Mais ma petite dame, vous étiez à 0, vous êtes resté à 0, vous n'avez rien perdu. »
Bah ouais, sauf que j'ai quand même continué à payer des gens, j'ai des charges fixes, il y a des coûts, mais ça, c'est pas pris en compte. Donc aujourd'hui, on aurait besoin d'avoir quand même des systèmes d'assurance qui sont un petit peu différents. Et puis en bout de chaîne, on injecte beaucoup d'argent dans des startups, de l'argent public, dans le numérique. Sauf que quand vous vous plantez et qu'après vous êtes en liquidation judiciaire, il y a un commissaire-priseur qui vient évaluer, donc il sait très bien vous dire combien vaut votre ordinateur ou votre chaise, mais sur le capital immatériel, il ne le sait pas, et comme une valeur comptable, ça vaut rien, c'est zéro, et comme un liquidateur judiciaire, finalement, il se rémunère sur l'argent qu'il va récupérer, ça n'intéresse pas de travailler sur un projet qui est à zéro, donc personne ne se bat, ne serait-ce que pour essayer de revaloriser ou de refaire quelque chose de cette technologie-là qui, en amont, encore une fois, était en grande partie financée par de l'argent public. Donc ça, c'est des vraies questions pour tout l'écosystème, c'est pas le thème de la réunion, mais c'est quand même intéressant de se poser ces questions-là. Qu'est-ce qu'on fait après ? Je ne vais pas vous la faire à l'américaine, échouer c'est génial, non, c'est dur. Il y a quand même un moment où on n'a plus envie de voir les gens, on n'a plus envie de se lever, où on déprime et on n'a plus envie de regarder ni ses mails ni quoi que ce soit. Mais on se relève en général, chacun le gère comme il peut. Moi, je l'ai fait d'une manière, j'ai pas de leçon à donner, c'est juste que moi, je pense que j'ai eu la chance d'être dans un environnement et d'être bien entourée. J'avais une équipe super, je bossais dans un espace de coworking et très rapidement, j'ai eu des gens autour de moi qui m'ont dit « Ok, ça va s'arrêter, mais n'oublie pas tout le parcours, n'oublie pas tout ce qui a été fait. » Et je me suis dit « C'est vrai, après tout, j'ai osé. » J'ai quand même mis sur le marché quelque chose qui n'existait pas. On a eu des prix, on a fait plein de choses on avait vécu une aventure formidable. Et donc, il faut rester fier de ça. Donc, c'est ce qui m'a permis de me dire, OK, je vais relever la tête, je vais continuer. Et puis, à cette époque-là, il y a un mouvement qui s'est créé qui s'appelait les rebondisseurs français. Et donc j'ai accepté d'être une des premières ambassadrices. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que globalement, je me suis aperçue que le regard sur l'échec en France était encore assez... vraiment, c'est très très négatif, qu'on est à peu près un peu marqué au fer rouge. Ça commence à changer, mais c'est vrai que par rapport aux États-Unis, oui, quand vous êtes planté plusieurs fois, on estime que vous avez fait des erreurs que vous ne recommettrez pas, donc vous êtes plus performant. En France, on vous laisse rarement la chance de recommencer et donc de valoriser et d'optimiser sur ce que vous avez appris et de valoriser tout ce que vous avez appris. Et le rôle des rebondisseurs français, c'est vraiment ça, c'est d'essayer de faire changer ce regard sur l'échec, qui n'est qu'une étape de gens qui ont osé et qui ont appris et qui du coup sans doute feront mieux. Donc il y avait un côté très thérapeutique là-dedans, soyons honnêtes aussi, d'essayer de relever la tête et de dire ok, il y a une vie après. Et ça a été très marquant, le Bicentenary, il y avait énormément de presse, on a vu beaucoup d'articles, et j'ai plusieurs journalistes qui m'ont approché en me disant bon, je vous contacte, mais je suppose que vous allez refuser de parler de la fin de Bicentenary. Et je comprenais pas, en fait, comme je voulais pas non plus, de nouveau, avoir honte. Alors, il aurait fallu que j'ai honte avant de ce que je faisais, et puis il aurait fallu maintenant que j'ai honte de m'être plantée. Et donc, j'ai dit non, en fait, je peux l'expliquer, et je prends la responsabilité de ce qui s'est passé, forcément, mais je veux pas avoir honte et je veux pas traîner ça. Donc, on va en parler. Le deuxième moment pour me relever, c'est de donner une suite en fait à Bicentenary et d'analyser pourquoi je m'étais plantée, qu'est-ce qui avait péché et pourquoi j'avais pas pu mener ce projet ici correctement. Donc la deuxième décision, ça a été de créer Sextech for Good et de me dire ok, on a besoin d'un mouvement en France qui milite pour le développement d'un écosystème favorable à l'émergence de projets innovants dans le domaine de la sexualité. Bon, je vais vous expliquer exactement pourquoi. Donc ce mouvement, Sextech for Good, il a quatre missions, de faire du lobbying, de la pédagogie, de la mise en réseau des différents acteurs, de l'accompagnement. Donc moi, vraiment, dès que je peux aider quelqu'un et lui faire gagner du temps, et si je peux le faire réussir là où moi j'ai échoué, ce serait vraiment chouette. Et puis, d'un jour, j'espère, avoir un vrai lieu. On a la Cité des objets connectés. J'espère que Brest, pourquoi pas, deviendra la cité et la capitale Sextech Made in France. Ça me plairait bien. En tout cas, je milite pour. Et de pouvoir y associer, évidemment, un fonds, ou au moins, à défaut, un réseau d'investisseurs qui n'ont pas tous ces problèmes d'éthique, de politiquement correct et qui sont prêts vraiment à étudier les dossiers pour qui sont, tous ces dossiers qui s'intéressent à la sexualité sans faire perdre tout le temps que moi m'a fait perdre pour me dire à la fin non, on va pas oser y aller. Alors je voudrais revenir sur le fait que la sextech, dans sextech, sexe, c'est pas juste sexe, c'est sexualité, donc on peut mettre au pluriel.
Donc la sextech, c'est bien l'utilisation de toutes les nouvelles technologies pour améliorer, réinventer, enrichir, sécuriser, faciliter la sexualité dans toutes ses dimensions. On parle aussi de digisexualité, hein, donc la première vague, on peut dire, c'était même les échanges par Skype, Instagram, et puis maintenant, on va sur des évolutions, même avec des hologrammes haptiques. Mais voilà, la sextech, ce n'est pas la porn tech. Donc, et ce serait bien que tout le monde fasse un jour la différence entre érotisme, sexualité et pornographie. Ça nous éviterait d'avoir des plateformes comme YouTube qui censurent des vidéos qui sont vraiment des vidéos faites pour l'éducation sexuelle, par exemple, des adolescents, et qui sont complètement censurées au motif que c'est de la pornographie. La sextech s'intéresse au plaisir, évidemment, à la santé, à l'éducation, au handicap, à la prévention, à la sexualité des seniors. Si vous n'avez pas vu cette série, je vous encourage à regarder. Grace and Frankie sur Netflix, c'est un vrai bonheur. Donc pour moi, la sextech, hein, c'est du plaisir, c'est de l'humanité. C'est de s'intéresser à une expérience qui est l'expérience la plus fondamentalement partagée, enfin la plus universellement partagée partout dans le monde. Le plaisir sexuel, c'est une composante de notre équilibre. Et donc la sextech, pour moi, c'est aussi de l'ouverture d'esprit, de la liberté et de l'égalité et du plaisir pour tous. Donc c'est quand même plutôt chouette. Aux gens qui me diraient encore la sextech, ce n'est pas éthique, puisque ça revient quand même souvent, je voudrais quand même dire dans quelle société vous voulez vivre. Est-ce que vous voulez vivre dans une société en fait où c'est Facebook, Google et autres GAFA qui décident de ce qui est moral ou pas, de ce que vous avez le droit de lire ou pas? Clairement, quand mon app elle est supprimée du jour au lendemain, c'est bien Google qui décide que lire des livres, on parle vraiment de livres, hein, sans couverture, sans photo, sans rien, ce n'est pas moral et donc vous empêche d'y avoir accès. On peut avoir de la publicité, donc 17 minutes de tuerie en live sur Facebook, mais on ne peut pas faire de promotion pour les sextoys. Voilà, donc ça doit quand même nous interroger. Là encore, on fait une grande confusion entre érotisme. Moi, je vous dis, le nombre de fois où mon compte a été suspendu parce que j'ai posté des articles féministes avec des photos qui déplaisaient un peu. Bon, et je vois passer des choses que je trouve bien plus choquantes que ça. Est-ce qu'on veut une société où on autorise, là c'est l'exemple du métro à New York, où toutes les publicités pour les produits masculins, par exemple pour les troubles de l'érection, sont autorisées et où toutes les campagnes de promotion pour des produits féminins sont rejetées. Est-ce qu'on veut une société qui ne s'implique pas dans l'éducation sexuelle, qui laisse YouPorn en seul référentiel, avec les conséquences qu'on commence à voir sur la sexualité des plus jeunes ou des jeunes adultes, où on continue à diffuser les images d'une sexualité, domination, de performance, où les femmes sont quand même très, très objectivées. J'ai rien contre la pornographie, mais il y en a de la bonne, et puis c'est comme tout, vous pouvez manger bio ou vous pouvez manger du dégueulasse. Mais donc je vous invite quand même à plutôt consommer du porno éthique, et ça existe, du porno féministe. Ou est-ce qu'on se dit que globalement, on peut soutenir des projets comme ça, qui sont toujours en danger en France, qui sont le premier chatbot sexuel français qui est fait pour aider les ados à poser leurs questions, donc qui utilisent Facebook et qui utilisent derrière un robot apprenant et de l'intelligence artificielle. Donc ces jeunes avaient gagné la première édition du hackathon qui était fait par le Sex Tech Lab. Est-ce qu'on veut d'une société où finalement les femmes elles restent assez ignorantes de leur corps, avec encore un seul manuel de SVT où le clitoris est représenté de manière totale et correcte? Pour rappel, c'est juste une anecdote, mais quand même ça doit nous faire réfléchir. Globalement, dans l'histoire de la sexualité, tant qu'on a considéré que le plaisir féminin avait un rôle lié à la procréation, en fait, c'était plutôt bien vu. Quand on s'est aperçu que finalement le clitoris ne servait à rien d'autre que le plaisir, c'est quand même plutôt chouette. Alors là, en fait, il a été supprimé du dictionnaire, des planches d'anatomie. Merci Freud, et on a excisé des femmes en France et en Europe jusqu'au 19e siècle. Donc c'est assez récent. Et on a marché sur la Lune en 1969, mais il a fallu attendre 1998 pour qu'une urologue australienne produise une image totale, avec l'imagerie moderne, du clitoris. 30 ans.
entre nous, on s'envoie beaucoup plus en l'air que ce qu'on va sur la Lune. Donc, moi, je ne sais pas vous, mais en termes de priorité, en fait, j'ai choisi. Ou alors on veut d'une société où on se dit qu'avec les mêmes outils, on peut faire de l'apprentissage, on peut faire en sorte que les hommes et les femmes apprennent, soient moins décomplexés, osent et donc soient mieux dans leur basket. Est-ce qu'on veut une société qui continue à nier la sexualité des seniors? Ça vous fait pas plaisir, mais si tout se passe bien, on va tous vieillir. Et je sais pas vous, mais moi j'ai pas vraiment envie qu'un jour ce soit un médecin, une directrice d'EHPAD ou je ne sais quoi qui me dise en fait que je ne suis plus une personne ou que je ne suis plus un corps désirant, mais que je suis juste un patient, un malade ou je ne sais quoi, et qu'on nierait ma sexualité alors qu'elle est inscrite dans la loi, puisque la dernière loi sur l'adaptation de la société au vieillissement de 2016, par exemple pour les EHPAD, inscrit clairement qu'on doit respecter et doit favoriser l'intimité et la vie sexuelle des gens qui sont dans les EHPAD. Globalement, on sait que 50% des plus de 60 ans ont une vie sexuelle intense, donc c'est plutôt bon, c'est plutôt bien, mais ça reste un tabou. Alors déjà, parler de sexe et d'érotisme, c'est compliqué, mais quand vous ajoutez le côté senior, bon. Mais je trouve que c'est un sujet vraiment important. Donc, par exemple, je travaille avec un porteur de projet qui développe un toy spécialement adapté aux femmes âgées ou qui ont vraiment des problèmes de mobilité. Pourquoi? Parce que quand on est vieille, ou vieux, on a des problèmes d'articulation. Donc, il faut un toy qui soit léger. Il y a des problèmes au niveau des muqueuses. Il faut des boutons plus gros. Enfin, voilà, il faut que ça soit adapté. Mais est-ce que juste parce que ça nous fait peur ou qu'on n'a pas envie d'y réfléchir, on devrait nier que ça existe et ne pas offrir aux gens des solutions pour être bien ou pour être mieux? Pareil, est-ce qu'on continue à dire que sexualité et handicap, c'est un sujet qui ne nous intéresse pas ou qu'on n'a pas envie d'affronter? Globalement, on peut tous aussi, on va vieillir, mais on peut avoir des accidents de la vie et de devenir des personnes handicapées. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on a un corps cassé ou un corps vieillissant qu'on n'est plus un corps désirant. On a besoin de ça pour vivre bien ou mieux. Et donc là, il y a des projets, pareil, qui en France ont beaucoup de mal à survivre. Par exemple, c'est un banc. Alors, on n'est pas dans l'app, mais on est quand même dans des projets innovants qui permettent à des gens qui ont des lourds handicaps physiques, soit de se masturber, soit d'avoir une sexualité de couple avec beaucoup plus de position et de mobilité. Voilà, moi, je trouve que c'est plutôt intéressant, en fait, comme idée, en fait, de se soucier du plaisir de tout le monde. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas se poser des questions. Je ne dis pas que c'est parce qu'on peut tout faire qu'il faut tout faire. Mais je me dis quand même que c'est intéressant d'avoir ces réflexions-là. Il faut se poser des questions sur l'innovation, sur l'éthique, encore une fois, j'y reviens. Mais parce que ça nous pose des problèmes, je pense quand même qu'on ne doit pas s'interdire de voir comme la sextech comme vraiment un champ intéressant à explorer en termes d'innovation avec des vrais innovateurs, parce que souvent on m'a dit dans les concours de pitch, on vous fait intervenir, c'était déjà limite, mais par contre on m'a dit, mais si vous aviez été un homme, on n'aurait pas du tout sélectionné votre dossier parce qu'on vous aurait pris pour un pervers. Vous imaginez? Alors que la personne que j'accompagne et qui développe un sextoy qui sera adapté, il a eu cette idée-là parce qu'il est tombé fou amoureux d'une femme qui était en fauteuil roulant et qui n'avait pas de produit adapté pour sa sexualité. Je trouve que c'est plutôt une belle histoire d'amour, pas une histoire de cul, et que ces projets devraient être... on devrait leur donner les moyens de pouvoir se développer correctement. Donc le sexe et la sexualité, c'est vraiment au cœur de tout ce qu'on est, et je pense que globalement, si on était plus à l'aise avec le sujet, le monde y tournerait mieux. Je dis souvent de regarder les pays qui sont le plus avancés sur ces questions-là. C'est des pays où ça fait longtemps qu'on ne se pose plus la question de savoir s'il faut avoir la parité homme-femme dans toutes les instances en politique. C'est globalement des pays qui sont plus avancés sur les questions d'environnement. Voilà, ils ont fait la paix avec ce sujet-là, et il serait temps que je pense que nous, on le fasse de même. Alors la sextech se développe un peu partout dans le monde, en Australie, aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne, à Singapour. Bon, vous l'avez compris, pas chez nous. Autre marqueur intéressant
On discutait tout à l'heure de dire pourquoi les nouveaux produits concernent effectivement beaucoup plus les femmes que les hommes sur les innovations, ou alors pour les hommes, on va vraiment être sur des choses très très liées vraiment juste au plaisir masturbatoire, mais c'est peu de choses très très évoluées. Tout simplement parce qu'il se trouve que ce sont les femmes qui ont pris le lead sur la sextech, parce qu'on en a eu marre d'attendre des produits que les hommes ne faisaient pas pour nous, et que le meilleur moyen de le faire, on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et donc les femmes se sont emparées de ce sujet-là, qui pour moi est intéressant, puisque je trouve qu'on a fait plusieurs révolutions sexuelles. La dernière a été faite vraiment pour dire, ok, on peut choisir ou pas d'avoir des enfants, et celle qu'on doit finir de faire en ce moment, mesdames, c'est vraiment la révolution de l'intime, et cette affirmation que nous sommes des êtres sexuellement, économiquement, socialement autonomes, mais aussi sexuellement autonomes, que notre plaisir est aussi important que celui de nos partenaires. Et qu'une fois qu'on a ce marqueur-là dans la tête, en fait, ça change beaucoup de choses, et qu'on est aussi beaucoup plus sûr de soi, et qu'on va... Enfin, voilà, il y a une sorte de sex-powerment qui est vraiment intéressant en termes de société. Donc les femmes ont pris le pouvoir. Certaines ont créé une association Women of Sex Tech, et c'est parti de New York. Pareil, pourquoi Polly Rodriguez, qui a créé la marque Unbound, pourquoi elle a créé cette marque-là? C'est que très jeune, elle a été atteinte d'un cancer, elle avait à peu près 20 ans, elle avait beaucoup de rayons, des choses comme ça, et donc elle avait des problèmes pour avoir des rapports sexuels, et donc elle n'avait pas de lubrifiant adapté à sa pathologie par rapport aux rayons et tout ce qu'elle faisait, donc elle s'est dit, je vais le faire, et c'est comme ça que la marque est née, donc pareil, d'une vraie histoire, d'un vrai besoin, donc c'est vraiment intéressant. On commence aussi, la sextech commence aussi à être financée aux États-Unis, en Angleterre, dans quelques pays. En Espagne, il y a eu des très belles levées de fonds aussi. En France, si vous voulez avoir une chance d'intéresser quelqu'un, il faut vraiment louvoyer et à la limite dire que vous ne faites pas de sexualité. Donc par exemple, ça peut être bien vu de faire un toy pour de la rééducation du périnée, donc après un accouchement ou pour éviter les fuites urinaires, mais faire un toy juste pour le plaisir, ça passe pas. Y compris pour le financement participatif, on l'a essayé. Là encore, vous savez que le socle pour qu'une campagne de crowdfunding fonctionne, c'est que le projet soit viralisé. Et donc en France, tous ceux qui venaient, oui, on va soutenir. Le jour où la campagne est lancée, ils me disent « Ah ouais, mais en fait, sur mon Facebook, il y a ma grand-mère, il y a mon boss, il y a ma petite cousine. Alors du coup, ouais, je veux bien paraître un super early adopter quand j'achète une montre connectée ou un drone. Mais partager une campagne de crowdfunding sur un toy connecté, là, au fait, finalement, je ne vais pas oser. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi ?» Et à la même époque, pour tous les gens qui me disaient ouais, aux États-Unis, non, mais même aux États-Unis, tu réussirais pas parce qu'ils sont beaucoup plus puritains, ok, mais sauf qu'ils ont une religion extrême au-dessus de tout, c'est le business. Donc ils ont bien compris qu'il y avait du business à faire, donc ils s'encombrent de beaucoup moins de choses. Il y avait une campagne Eva pour un toy clitoridien, même pas connecté, hein, mais voilà. Et donc c'était lancé par 2 jeunes femmes. Et elles avaient un objectif de 50 000 $, et elles en ont levé 800 000. Voilà. Et nous, on n'a pas réussi à faire 20 000 en France. Ça laisse rêver. On n'a pas la même échelle, hein, mais quand même, ça a été extrêmement viralisé. Ils peuvent vendre des toys dans les campagnes de crowdfunding, comme ils vendent des glacières ou des poils, je ne sais pas, mais il n'y a pas de problème en fait à le faire. Enfin, certaines plateformes étaient un peu réticentes. Mais les Kickstarter et autres, comme ils sont rémunérés à la commission, quand ils voient qu'une première campagne de crowdfunding fait du 800 000 sur un petit toy qui est grand comme ça, ils commencent à se dire finalement ça va peut-être nous intéresser. Vous avez peut-être vu aussi le scandale du CES. Alors nous, on a eu un prix, c'était complètement inattendu, ça a changé beaucoup de choses pour nous, mais l'année dernière, il y a eu une jeune femme qui a reçu un prix pour un toy aussi, et on lui a enlevé. Parce que le jury a dit finalement après, non, c'est pas possible, on peut pas récompenser un toy comme ça. Elle a fait beaucoup de buzz. C'est aussi des choses qu'on a encore du mal à faire en France parce que forcément des acteurs de la sextech sont pas encore fédérés.
Et donc cette année, on peut officiellement candidater au CES pour avoir un prix dans le cadre de la Sextech, mais il ne faut pas se réjouir trop vite parce qu'ils ont dit que c'était une année à laisser. Donc je pense que cette année, ils essayent de faire retomber un peu le truc, mais je ne suis pas certaine que les années d'après, il va falloir encore un petit peu se battre. Ou peut-être que quand ils changeront de président, il y a des choses qui vont redevenir un peu plus légères, je ne sais pas. Voilà, globalement, vous avez vu, les choses avancent, le monde bouge, et j'espère qu'avec cette conférence, je vous aurai convaincu en fait, de l'importance pour notre pays, qui est le pays de l'amour, le pays du French kiss, de s'emparer du sujet, et puis d'investir sur tous ces projets qui sont liés à la sexualité, parce que globalement, je trouve qu'on a tous besoin de vivre dans une société plus ouverte d'esprit, plus libre et plus inclusive. Voilà, merci. Est-ce que vous avez des questions? Ne soyez pas timide. Hein. Après tout ce que je vous ai dit, là, c'est le moment de montrer que vous êtes complètement libérés. Allô? Ouais. Oui. Je sais pas, je vois pas. Oui. Je suis là. Déjà, merci pour la présentation, c'était très intéressant. En fait, j'avais une question, parce que vous avez parlé de freins, donc qui sont d'ordre, on va dire, sociétaux, moraux, etc. Aussi dû au patriarcat et tout un tas de choses de ce genre. Et aussi des freins qui sont plus, on va dire, du domaine, on va dire, de politique économique et entrepreneuriale qu'on peut avoir en France. Et j'aimerais savoir, dans votre expérience, à quel point ces deux choses se recoupent. C'est-à-dire, est-ce que c'est... comment dire? Est-ce qu'en France, on ressent plus qu'ailleurs les freins sociétaux dont vous avez parlé, et du coup c'est un facteur aggravant par rapport aux autres freins économiques, ou est-ce que ailleurs peut-être c'était plus facile économiquement, mais vous auriez eu aussi beaucoup de freins sociétaux ou moraux? Non, je pense qu'on a une vraie spécificité, parce que par exemple, la BPI, normalement, pourrait financer de l'innovation sociale. On pourrait imaginer qu'un certain nombre de projets qui sont dans le domaine de sexualité, senior, sextech, il y avait des projets qui sont menés par la Fondation de France sur comment aider les enfants, les adolescents autistes dans leur sexualité. Enfin, bon, bref, il y avait plein de sujets intéressants, mais ça ne passe toujours pas à la BPI. Donc, voilà. Et vraiment, ce que j'ai remarqué aussi, puisque j'ai fait aussi pas mal de pitch aux États-Unis. Alors, j'y étais pas au bon moment, mais malheureusement, mais peu importe. Mais ce que j'ai vu, c'est que pas une fois un investisseur aux États-Unis ne m'a posé une question, allez, je vais dire déplacée, par rapport au projet. Ils ne m'ont toujours posé que des questions sur le marché, sur l'attractivité, sur le business model, sur combien on allait gagner. Donc, ils étaient très factuels. Ils étaient vraiment en mode business. On sait qu'il y a du business et on évalue ce projet-là comme n'importe quel autre. En France, j'ai peut-être pitché 100 fois. En fait, je n'ai jamais réussi à pitcher vraiment le fond du projet. Parce qu'à chaque fois, les questions, c'était « Mais comment vous avez vu cette idée bizarre ? Ah, mais comment vous allez assumer ?» Et globalement, on sait aussi que j'étais toujours beaucoup plus interrogée sur mes risques et ce qui allait me faire chuter que sur les opportunités. Mais ça, c'est un classique qu'on revoit sur les différences hommes-femmes et les différences de financement. Donc je pense que... Ou encore une autre anecdote pour vraiment marquer, j'avais même certains investisseurs qui étaient intéressés par le projet quand je les voyais en face à face. Et puis après, il y a un moment donné où il y a un board. Et là, quand ils se retrouvent dans ce board de mâle alpha, et que globalement, il y a ces petits camarades qui commencent à dire « Non, mais attends, on va pas soutenir ça. » Il y en a un qui me disait « Non, mais attends, si jamais moi, ma femme, elle apprend que j'ai aidé ce projet-là, mais je vais avoir ma valise devant la porte, quoi. » Non, mais c'était assez énorme. Et donc, une fois qu'ils étaient comme ça réunis en collectif,
plus personne ne voulait prendre la défense du projet, parce que globalement, personne ne voulait dire, attendez, mais moi, j'ai pas de problème que les femmes aient des sextoys, j'ai pas de problème avec ma sexualité, tout va bien, parce que régulièrement, il y a des gens qui disent, ah bah ouais, non, mais toi, si t'aimes ça, c'est que t'as des problèmes, ou alors, qu'est-ce que tu fais pas à ta femme? Enfin, voilà, c'était vraiment très, très bas de gamme, cours d'école. On avait des investisseurs qui, globalement, n'arrivent pas à prendre le recul nécessaire et à voir ça comme un projet innovant ou comme un projet à un potentiel sur un marché où il y a beaucoup d'argent à faire. Donc, je pense qu'on a la double peine ici, vraiment, de la culture et ouais, de cet écosystème qui n'existe pas. C'est clair, merci. J'en pense pas moins que mon collègue. Merci pour l'état de l'art rétrograde de notre pays. On espère que ça va changer. Vous faites ce qu'il faut pour. Moi, j'avais une question. Je me demandais si, justement, là, vous avez rencontré beaucoup de freins liés au fait qu'on essaye de faire changer une société et que ça prend du temps. Est-ce que vous avez pas Est-ce que si... Je pose ma question assez franchement. Et si le projet avait été proposé et que ça aurait été pour apporter du plaisir aux hommes, est-ce que vous pensez qu'il aurait marché? Est-ce que peut-être que c'est là par là qu'il faudrait lancer, qu'il soit un truc qui soit peut-être, vous voyez, unisexe, je sais pas, de la réalité virtuelle, et du coup, il y aurait peut-être moins de freins parce qu'on n'est pas dans... Ouais, mais ces projets-là, ils existent déjà. Donc j'avais plutôt envie de penser à ma pomme, pour une fois. Et ces projets-là sont financés, clairement. Voilà. Et c'est tout le problème aussi aujourd'hui de faire cohabiter la sextech et la porntech. Quand je disais que je trouve qu'il n'y a pas énormément de projets intéressants sur la sextech menés par des hommes, c'est que globalement, elle est encore du côté des hommes l'idée par des hommes qui sont de l'ancienne génération et qui pensent qu'avec les mêmes clichés qu'on pense qu'une femme ne peut pas avoir juste des besoins sexuels mais que du désir, que les hommes sont tous des machines à se masturber devant un porno bas de gamme et qui pensent que les hommes ne sont pas capables d'avoir de la cérébralité ou d'être attirés par des choses un peu plus élaborées. Et donc cette mutation, elle est faite sur la sextech par les femmes parce qu'on arrive sur un marché qu'on construit et qui n'existait pas, alors que du côté du porno, en fait, c'est une vraie industrie et qui a quand même du mal à muter. Moi, j'ai essayé de bosser avec Dorcel, il a quand même dit qu'il pensait qu'il faisait du porno féministe. Et que pour la journée de la femme, il faisait des super opérations, genre j'achète 2 pornos, j'en ai un gratuit, quoi. C'est vrai. On avance. Merci. Bonsoir, merci pour votre témoignage qui était intéressant. Juste une question sur le feedback qui est donné. Vous nous avez parlé des banquiers qui étaient réticents, sans parler même de la thématique du produit que vous aviez choisi de développer. Est-ce que vous avez remonté votre témoignage, notamment sur l'entrepreneuriat, sur la difficulté d'entreprendre en France et les freins que vous avez pu rencontrer? Je pense notamment aux autorités. Je crois qu'il y a un secrétariat d'État sur le numérique, etc., pour que justement on comprenne, et vous avez parlé des freins que vous avez également rencontrés, comme c'est difficile d'entreprendre en France. Alors je l'ai fait, je continue de le faire, notamment via mes petits camarades de la French Tech. Et, je me suis aussi engagée en politique pour ça. Donc aujourd'hui, je suis aussi attachée parlementaire et suppléante d'un député parce que y a certains sujets que j'ai envie de pousser parce très honnêtement, sur la liquidation judiciaire et la manière dont ça se passe, c'est juste pas possible aujourd'hui de se dire qu'un mec ne vous aide pas parce qu'il n'y a rien à gagner, alors qu'en fait, ce sont des projets qui ont été financés par de l'argent public, donc par nous tous. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas non plus qu'on n'ait pas des task force de commissaires-priseurs qui soient formés au numérique pour être capables de juger de combien un projet, combien vaut cette intelligence qui a été produite si on ne peut pas la matérialiser. Donc ça, J'essaye, je le dis tant que je peux. Sur la difficulté d'entreprendre aussi, je le fais dans le cadre aussi des rebondisseurs français. Là aussi, on essaie on travaille avec des médiateurs, on travaille avec plusieurs personnes. Voilà, je prends la parole comme je peux, mais je ne sais pas qui un jour pourrait avoir autorité, par exemple, sur le problème des assurances, qui est un vrai problème, parce que nous, par exemple, on avait un assureur qui a accepté de nous assurer. Je pense qu'il ne croyait pas trop au truc. Donc tant qu'on était en train de faire notre petite app, notre site, pas de problème pour nous assurer. Par contre, le jour où on a dit, ça y est, on a des vrais produits, on va rentrer en phase de commercialisation, les éditeurs, merde, s'il y a un problème avec un produit, une cliente et un tout, j'ai pas du tout envie d'avoir cette société-là, moi, dans mon portefeuille. Et ils ont tout fait pour nous faire sortir. C'est pour ça que je dis...
bon, alors certes, il y a l'érotisme, mais demain, ça sera pareil. Je veux dire, demain, quelqu'un qui fait un t-shirt connecté, par exemple, pour mesurer les battements cardiaques d'un nourrisson, pour voilà, lutter contre la mort subite, les assureurs auront exactement la même réaction, de se dire, ouais, mais si un jour ça merde, qu'est-ce qu'on va faire, qu'on va être attaqué, combien ça va nous coûter? Donc, il y a énormément encore de choses à faire pour qu'effectivement, en France, on puisse développer ce type de projet dans de bonnes conditions, et avec des temps qui sont des temps de réaction qui ne se comptent pas en années, qui sont les temps de réaction que nous, on a, en fait, et qui sont des fois, pour les startups, en semaines ou en mois larges, mais... Voilà. Ça va, vous êtes tous bien réchauffés? Bon, c'est bientôt Noël, hein? Alors, les cadeaux... Bonjour, du coup merci pour votre intervention. Ça fait plaisir d'entendre des gens qui parlent du plaisir féminin dans la tech. Je me demandais, est-ce que, je ne connais pas trop le sujet, mais est-ce qu'il y a des études qui montrent que les femmes ont envie d'acheter et d'avoir des sextoys connectés, etc. Et si oui, est-ce que vous avez essayé de les utiliser pour convaincre les investisseurs? Comment ils réagissent par rapport à ça? Pour leur montrer qu'il y a un vrai marché, même si il y a d'autres expériences ailleurs qui peuvent le prouver, mais peut-être que le fait d'entendre la voix des femmes et le fait qu'elles aient vraiment envie d'en acheter, ça pourrait les faire changer ou pas? Ouais, on avait fait une étude de marché en ligne. C'est vrai que sur ce domaine-là, les études sont rares, ou alors elles sont commanditées par des plateformes, donc c'est toujours un peu biaisé. Ce qu'on savait, c'est qu'effectivement, et là où on était très fiers sur Bisensory, c'est qu'on avait à peu près 60% d'achats faits par des femmes, 40% par des hommes, alors que sur les plateformes traditionnelles, on est plutôt à 70 ou 75% de toys achetés par les hommes, y compris sur les toys qui sont que pour les femmes. Voilà, donc on est encore on savait que c'était quelque chose à aller changer, et c'est pour ça que en fait nous ce qu'on vendait, c'est pas forcément le toy, en fait c'était d'abord l'expérience de littérature érotique connectée, parce que là les femmes s'abonnent et les femmes achètent des livres, et donc on finissait par leur dire, voilà, si vous voulez aller plus loin dans le jeu, vous pouvez aussi acheter le Little Bird. On était, c'est vrai que sur un autre marché, voilà, sans doute différent, mais avec un autre modèle économique. Enfin, très honnêtement, ils n'ont même pas vraiment regardé, je ne suis pas sûre, les chiffres qu'on leur a donnés, je ne suis même pas allée jusque-là. Quand je vous dis que j'ai pas vraiment eu l'occasion de défendre le projet jusqu'au bout, on avait quelques études, mais je pense sincèrement que ça n'aurait absolument rien changé pour eux. À partir du moment où ça les met mal à l'aise et qu'ils sont pas capables de juger ça autrement qu'en projetant leur peur ou tous ces tabous qu'on a là, ou de candidat-on, c'était pas possible en fait. Ok, merci. Bonjour, Eddy Fayet, lebisou.com, on se connaît. Donc j'œuvre aussi pour faire connaître un petit peu l'érotisme par rapport à... Enfin, de différencier érotisme et pornographie via un réseau social sur Internet, en fait. Il y a une chose où je ne suis pas d'accord, par contre, c'est sur le fait que c'est plus facile pour les hommes d'assumer ça, parce que quand on achète un sextoy, globalement, on voit sur les magazines féminins, on achète sur la Redoute, il n'y a pas de problème, quoi, alors qu'un homme qui achète un sextoy, c'est pervers tout de suite. Oui, ce que je disais tout à l'heure, même en tant que porteur de projet, un homme n'aurait pas pu aller aussi loin que ce que j'ai été sur... On est bien d'accord. Sur les achats en ligne, c'est quand même plutôt des achats masculins. Sur le net, on n'a pas de problème. Les colis sont complètement neutres. Il n'y a pas tellement de problème. Mais je suis d'accord avec vous qu'entreprendre dans ce domaine-là, qu'on soit un homme ou une femme, c'est pas les mêmes préjugés, c'est pas les mêmes choses qu'on a apportées, le même regard, mais c'est compliqué pour les deux. Je pense que... Par contre, sur les projets masculins, il y a des réseaux, d'entrepreneurs qui viennent plus du porno ou autres, qui sont des milieux un peu underground ou des réseaux libertins, où ils trouvent des financements qui sont peu accessibles aux femmes sur des projets qui sont quand même un petit peu éloignés de tout ça. Et un autre problème que je rencontre pour mon site, c'est que justement, c'est difficile de se passer de toutes les plateformes, Facebook, Twitter sont un peu plus libres, mais dès qu'ils voient de la nudité, c'est complètement interdit. Et du coup...
enfin, on est catégorisé soit porno, soit rien du tout, mais il n'y a rien entre les deux. Alors, et se passer de ça, c'est très difficile du coup, pour faire c'est un vrai sujet. Et toutes les personnes qui à un moment donné nous ont dit c'est super, on a envie de vous aider, ont toutes déchanté en voyant tous les freins qu'on avait, toutes les interdictions de communiquer, les fois où on se faisait refouler, ou même quand on a essayé de travailler avec certaines agences marketing spécialisées pour nous aider, soit sur le référencement, soit sur des opérations commerciales. Et ben, c'est des agences qui au final nous ont dit finalement on a fait des réunions d'équipe et on ne peut pas vous avoir dans nos clients. Donc même pour trouver des... Voilà, je ne vous parle pas de trouver un module de paiement, je vois pas, mais tout ça, effectivement, tout ça, c'est extrêmement compliqué. Bah, même Stripe, qui est censé être à la pointe de la technologie, dans leurs conditions, c'est pas de nudité, pas de voilà. pornographie. Et sinon, après, oui, j'aurais pu faire... on peut faire des annonces sur des tubes ou des chaînes, mais en fait, moi, c'était pas du tout ma cible. Donc, aucun intérêt d'aller faire de la publicité pour Bisensory sur YouPorn. Voilà, bah, même problème. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Merci d'être...